Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur GuiSen TV. On écoute tout de suite les titres. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, s'est adressé vivement, vous le verrez, ce dimanche à ses collègues français et espagnols. Il leur a signifié explicitement qu'avant de chercher à donner des leçons sur comment résoudre le conflit au Proche-Orient, ils devraient en quelque sorte commencer par s'occuper de leurs affaires. Des propos très vifs du ministre israélien des Affaires étrangères. Le Premier ministre israélien, lui, a fait adopter ce dimanche par son cabinet un projet de loi demandant aux candidats non juifs à la naturalisation de prêter serment d'allégeance à l'État d'Israël, défini comme un État juif et démocratique. Et puis enfin en Chine, les autorités chinoises ont notifié ce dimanche son arrestation à Liu Xia et lui ont confisqué son téléphone portable. Selon une organisation américaine de défense des droits de l'homme, Liu Xia n'est autre que l'épouse du nouveau prix Nobel de la paix 2010. On commence donc en Israël où le cabinet a adopté ce dimanche un projet de loi dit controversé sur la naturalisation. Un autre devrait suivre sur les territoires disputés. On regarde les détails. Le Premier ministre israélien a fait adopter ce dimanche par son cabinet un projet de loi controversé imposant aux candidats non juifs à la naturalisation de prêter serment d'allégeance à l'État d'Israël, défini comme État juif et démocratique. Jusqu'à présent, les étrangers souhaitant acquérir la nationalité israélienne devaient exprimer leur loyauté envers l'État d'Israël sans autre mention. Sur le papier, ce texte ne concerne pas les Arabes israéliens, mais cette communauté qui regroupe 20% de la population israélienne se sent dans le collimateur. Sur sa lancée, Benyamin Netanyahou doit présenter ce lundi un autre texte à son gouvernement imposant un référendum pour toute concession territoriale dans les quartiers est de Jérusalem et sur le plateau du Golan. Objectif, rendre beaucoup plus difficile un retrait de ces deux régions. Ce durcissement de Benyamin Netanyahou obéit aussi à des manœuvres diplomatiques. Les médias estiment que le Premier ministre donne des gages à Avigdor Lieberman afin de mieux neutraliser son opposition à un nouveau gel de 2 à 3 mois de la construction des logements dans les localités juives de Judée et de Samarie. Pour mener à bien cette tactique, Netanyahou tente d'obtenir en échange d'un moratoire le maximum d'incitation, autrement dit des concessions politiques, auprès de Barack Obama. Aux fréquentes critiques concernant ces dernières dispositions, Benyamin Netanyahou réplique que personne ne peut nous prêcher la démocratie, il n'y a pas d'autre démocratie au Moyen-Orient, il n'y a pas d'autre État juif dans le monde. Ses proches rappellent constamment que des pays tels que les États-Unis exigent eux aussi un serment de loyauté aux candidats à la naturalisation. Alors que le gouvernement pense donc à ajuster la loi sur la citoyenneté, le ministre de l'Intérieur israélien, lui, prépare un projet de loi visant à supprimer celle des personnes qui seront inculpées pour manque de loyauté justement envers l'État d'Israël. On fait le point. Il n'y a donc pas qu'en France où le débat sur la déchéance de citoyenneté fait rage. Si l'Assemblée nationale a tranché, la Knesset devrait elle aussi en faire autant dans les prochains mois. En Israël, pas de ministère de l'immigration, c'est le ministère de l'Intérieur dirigé par Eli Yishai qui gère cette question. Ce dernier serait d'ailleurs sur le point de présenter son projet de loi au Parlement israélien. Dans la ligne de mire d'Eli Yishai, toutes les personnes qui seraient inculpées pour un manque de loyauté envers l'État d'Israël se verraient privées de leur citoyenneté. En toile de fond, les derniers événements concernant principalement 2 parlementaires arabes israéliens. Le premier, Azmi Bshara, accusé de s'être rendu dans un pays dit ennemi, en l'occurrence le Liban, et d'espionnage au profit du Hezbollah. Il a dû fuir au pays du Cèdre, mais ses droits n'ont pas été destitués. Le deuxième cas concerne Hanan Zohabi. Cette députée arabe israélien était à bord du Mavi Marmara, tout en sachant pertinemment qu'une loi interdit aux Israéliens de se rendre dans la bande de Gaza. De manière générale, Eli Yishai a affirmé que son projet vise à limiter le champ d'action des députés de toutes origines et religions confondues, ainsi que des civils qui décideraient de manquer de loyauté envers l'État qu'ils représentent. Un projet qui, à n'en pas douter, risque lui aussi de déclencher des débats animés. Alors je vous le disais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman s'est adressé ce dimanche à ses collègues français et espagnols et il leur a explicitement signifié qu'avant de chercher à résoudre le conflit israélo-palestinien, il devrait d'abord se concentrer sur les problèmes d'Europe. Vous verrez, en Europe plus précisément, vous verrez que pour un diplomate, les propos sont curieusement choisis. On vous donne tout de suite des détails.
Bernard Kouchner et Miguel Moratinos ont participé dimanche à une journée de discussion sur le conflit et à des négociations avec l'autorité palestinienne. Mais pour Avigdor Lieberman, le chef de la diplomatie israélienne, la communauté internationale tente de rattraper tous ses échecs en forgeant un accord entre Israël et les Palestiniens en un an. Qu'en est-il des affrontements en Somalie, en Corée du Nord, au Zimbabwe, en Afghanistan et au Soudan, a interrogé Avigdor Lieberman. En 1938, la communauté européenne a décidé d'être conciliante avec Hitler au lieu de soutenir sa fidèle alliée, la Tchécoslovaquie, la sacrifiant sans rien y gagner. Nous espérons ne pas être la Tchécoslovaquie de 2010 et nous assurerons les intérêts vitaux d'Israël, a ajouté le chef de la diplomatie israélienne. Un ton sévère qui venait en réponse aux derniers propos de son homologue français. Bernard Kouchner avait en effet estimé que son pays n'excluait pas la possibilité de reconnaître un État palestinien au Conseil de sécurité des Nations Unies s'il n'y avait pas d'avancée dans les pourparlers de paix. Plus tôt dans la journée, Kouchner et Moratinos rencontraient le président Shimon Peres, le premier ministre Binyamin Netanyahou, ainsi que le ministre de la Défense Ehud Barak et la dirigeante de l'opposition Tzipi Livni. Ils ont tous fait part de leur optimisme quant aux chances de réussite du processus de paix engagé. Voilà au moins ce qui s'appelle ne pas avoir la langue de bois. Et puis toujours au Proche-Orient, ce lundi, Bernard Kouchner et le Premier ministre palestinien Salam Fayyad ont inauguré une route près de Ramallah, une route financée par la France. Ils ont fait le point sur les derniers développements des négociations. Bernard Kouchner et son homologue espagnol Ángel Moratinos arriveront en Jordanie dans la soirée. Un Ángel Moratinos qui a tenu à répondre à Avigdor Lieberman avant de quitter Israël. Si nous n'avons pas d'influence, notre ami Avigdor Lieberman n'aurait probablement pas réagi de cette manière. C'est ce qu'il a déclaré juste avant de s'envoler, ou plutôt partir par la route, vers la Jordanie. Et puis à Gaza, une manifestation réunissant environ 500 personnes a manifesté pour réclamer la libération des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Elle était organisée par le FPLP, le Front pour la libération de la Palestine. Et puis des bonnes nouvelles pour les Israéliens, en tout cas pour deux d'entre eux, des récompenses. Tout d'abord, c'est l'écrivain israélien David Grossman qui a reçu ce dimanche le prix de la paix des libraires allemands. C'est un prix de 25 000 € qui vient récompenser les efforts de l'écrivain pour la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Seule la paix donnera à Israël un chez-soi et un avenir, a-t-il déclaré dans un communiqué, dans lequel il évoque aussi, avec beaucoup d'émotion, la mort de son fils en 2006. C'était lors de la triste deuxième guerre du Liban. Et puis un autre heureux, le gouverneur de la Banque centrale d'Israël, Stanley Fischer, qui lui a été élu banquier de l'année 2010. Il a été couronné par l'ensemble des gouverneurs des autres banques à travers le monde. Cette information a été diffusée par le magazine Euromoney, qui est un périodique de pointe dans les secteurs des finances, qui a organisé cette élection. Stanley Fischer recevra son prix à Washington. Rappelons qu'auparavant, Fischer venait d'être reconnu par ses homologues du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord comme le banquier régional de l'année. Actualité internationale, on part en Chine où les autorités ont confirmé l'arrestation de Liu Xia, qui est donc l'épouse du nouveau prix Nobel de la paix 2010. Ils lui ont confisqué son téléphone portable. Elle a disparu selon une organisation de défense américaine des droits de l'homme qui s'appelle Freedom Now. On fait tout de suite le point dans ce sujet. Son sort a suscité l'inquiétude tout le week-end. Les faits ont donné raison aux inquiets puisque l'épouse de Liu Xiaobo, lauréat du prix Nobel de la paix 2010, a été arrêtée ce dimanche à Pékin. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'organisation américaine de défense des droits de l'homme, Freedom Now. Liu Xia est actuellement de fait assignée à résidence dans son appartement de Pékin. Plus tôt dans la journée, l'épouse du dissident chinois avait rencontré son mari en prison selon le Centre d'information des droits de l'homme et de la démocratie basé à Hong Kong. C'est probablement de la bouche de sa femme que Liu Xiaobo a appris qu'il avait gagné le prix Nobel de la paix 2010, une information qui ne lui était probablement pas parvenue auparavant étant donné son niveau d'isolement. Liu Xiaobo a alors confié à son épouse qu'il dédiait son prix aux âmes perdues du 4 juin, c'est-à-dire aux victimes du mouvement démocratique de la place Tiananmen de Pékin en 1989, réprimé par le régime chinois. Le dissident de 54 ans purge depuis un an une peine de 11 années de prison pour avoir été l'un des auteurs de la Charte 8 qui réclamait une Chine démocratique. Il a été condamné pour subversion du pouvoir de l'État.
Depuis l'obtention de son prix Nobel vendredi, pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'homme en Chine, son épouse était injoignable. Elle avait indiqué vendredi soir être en présence de policiers qui lui avaient dit qu'ils allaient l'emmener dans la province de Liaoning, où est emprisonné son mari. Il est possible que les autorités aient utilisé cette excuse pour la soustraire temporairement aux demandes d'interview d'éventuels journalistes étrangers. 4. Et puis selon des informations de la chaîne satellitaire Al Arabiya, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est-à-dire l'AQMI, a réclamé l'abrogation de la loi sur l'interdiction du voile intégral en France, la libération d'activistes et environ 7 millions d'euros en échange de la libération des 5 otages français enlevés au Niger, des otages qui ont été enlevés dans la nuit du 15 au 16 septembre sur le site d'une mine d'uranium du groupe français Areva et qui sont toujours détenus dans le nord-est du Mali, près de la frontière algérienne. En Iran, le ministre du Pétrole a annoncé ce lundi que les réserves prouvées de brut ont augmenté de 9%, atteignant 150 milliards de barils, grâce notamment à de nouvelles découvertes. Nos réserves sont en nette augmentation, a déclaré le ministre Massoud Mirkazameni lors d'une conférence de presse. Les réserves de brut en Iran étaient jusqu'à là estimées à 138 milliards de barils. Au Chili, le puits de pétrole de secours pour les 33 mineurs bloqués au fond d'une mine du nord du Chili était prêt ce lundi avec son revêtement de tubes d'acier désormais posé en vue de l'opération de remontée des mineurs qui devrait avoir lieu en principe ce mercredi, en tout cas beaucoup plus tôt que prévu, ce qui est un soulagement pour les familles. Tel Aviv ou Jérusalem, où est-il le moins cher d'habiter lorsqu'on veut vivre en Israël? C'est peut-être votre cas, c'est peut-être un projet. En tout cas, je vous conseille vivement de regarder cette étude et vous aidera à choisir, ou plutôt à bien choisir, selon vos moyens, les détails. Tel Aviv et Jérusalem. À première vue, tout oppose la ville blanche de la ville sainte. Les contrastes de ces paysages, de ces populations, de ces conflits identitaires. Pourtant, les deux plus grandes métropoles israéliennes font partie du peloton de tête des villes les plus chères de la planète. Dans son édition hebdomadaire, le Business Week américain a publié le classement des 399 villes les plus chères du monde. Ont été comparés les prix de 128 produits de première nécessité comme l'alimentation, les vêtements ou encore les loisirs. Un sondage a été effectué entre le mois de septembre 2009 et mars 2010. À noter que cette étude ne prend pas en compte les prix des loyers d'appartements, des services publics ou des frais d'études. Après compilation des données, Tel Aviv et Jérusalem pointent en 18e et 24e position, loin devant New York, classé 29e de ce classement. L'an dernier, Big Apple se situait encore devant les deux grandes villes israéliennes. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Un rééquilibrage qui s'explique entre autres par la baisse de la monnaie américaine par rapport au shekel. Tokyo occupe la tête de ce classement. Les villes de Nagoya, Yokohama et Kobe se classent en 4e, 5e et 7e position. Paris se place au 16e rang. Harold Schwarzenegger est en Russie pour promouvoir la high-tech californienne. On le voit ici accueilli par le président Medvedev qui, comme vous le voyez, n'emmène pas large et qui, pour avoir les bonnes grâces de Terminator, l'a emmené faire un tour dans sa belle auto. Voilà à quoi s'occupent de temps en temps les grands de ce monde. On se quitte par les Jeux du Commonwealth qui doivent se terminer ce jeudi. Après avoir beaucoup parlé des problèmes d'organisation, place aux sportifs et c'est l'Australie qui se taille la part du lion avec déjà 63 médailles d'or, devant l'Inde 30 médailles et l'Angleterre 23 médailles d'or. A noter que la Nigériane Osayomi Oludamula, championne du 100 mètres de ces Jeux du Commonwealth, a échoué à un test de dépistage aux drogues. On ne peut pas être bon partout et elle devrait rendre sa médaille d'or. Voilà un résumé de l'actualité de ce lundi 11 octobre. Je souhaite à tous une excellente soirée et j'espère vous retrouver très vite sur GuiSeine TV. Bonsoir.